cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Du retour des coupures d'électricité et de délestage qu'on observe depuis pratiquement 3 jours dans la ville de Niamey, entraînant ainsi des sentiments de frustration et d'incompréhension, voire d'inquiétude du consommateur lambda. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wayne lemanti kala harino kan da bore ne bongu sibanda ha masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. Clôture cet après-midi de la conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique CIRCAF dans la salle Marboud de l'hôtel Gawai de Niamey. À suivre les détails dans ce jour. Et puis à suivre dans ce journal une autre façon de prendre la route dans certains quartiers de la capitale, le transport périurbain Nord-Fesso-Kwaratagui. C'est à suivre également dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Je l'annonçais tantôt dans les titres de ce journal. La question du transport urbain, c'est le volet reportage de cette édition qui s'est intéressé à cette question dans certains quartiers de la capitale. Vous allez le voir, pas facile pour ces habitants de ce quartier, dans le but, bien sûr, de relier un point aux autres points de la ville. Le reportage périurbain Kwaratagui à Nord-Fesso à suivre dans ce journal. Le transport urbain à Niamey relève parfois d'un véritable parcours de combattant. Tenez, nous sommes au quartier Nord-Fesso sur la voie reliant ce quartier à celui de Kwaratagui, une voie qui traverse la latérite menant vers la francophonie et le groupe de presse Niger 24. Et comme en témoignent ces images, on ne croit pas à ses yeux. Ces hommes, ces femmes et ces enfants innocents et insouciants du danger qui les guette par le fait qu'ils acceptent de monter sur ces voitures, incroyables mais vraies. Et nous sommes à Niamey, la capitale du Niger. Alors pour étancher notre soif de curiosité, nous nous sommes renseignés sur le point de la ligne Kwaratagui pour en savoir un peu plus. Nidineo fargantan nongono. Mote hanne kekante skaneo. Wareo ngaino gdankoi. Dindi zankaini kango bendin. Dalo woino. Ngaino tonton fargantay di noroga. Ici, nous utilisons ces vieux véhicules pour faire le transport de la ligne. Et nous arrivons à gagner notre compte. Les enfants et les femmes qui montent sur les porte-bagages payent 50 francs. Et à l'intérieur, le prix est de 125 francs la course. Bon, les parents acceptent à ce que leur enfant monte. Il faut faire avec. À notre grande surprise, une fois dans cette gare, de constater, après l'entretien avec le chef de ligne, aucun de ces passagers à bord de ce véhicule n'a daigné monter en haut de la voiture. Raison, notre présence où une consigne a été donnée pour cacher la sale besogne de ces chauffeurs de ligne Kwaratagui. Malgré donc les conditions extrêmement précaires de ce transport périurbain, les clients, eux, s'en moquent et diront d'ailleurs qu'ils trouvent satisfaction. Ou disons, ils n'ont pas le choix. Nous empruntons ces véhicules tous les jours et nous sommes satisfaits de cette ligne qui nous permet de nous déplacer. Voilà, messieurs, dames, nous sommes ici à la ligne Kwaratagui. C'est cette ligne qui relie bien sûr ce quartier Nord-Fesso de Lazare
au quartier Kwaratagi et vous l'avez vu, en tout cas, c'est un moyen de transport, je dirais, assez modeste où bien sûr les populations des deux quartiers arrivent à trouver quand même leur compte puisqu'il y a chaque fois un véhicule pour faire donc cette liaison. Malgré bien sûr les conditions extrêmement difficiles, vous l'avez vu, les images sont assez parlantes d'elles-mêmes. C'est des images où vous voyez ces enfants, ces femmes, en tout cas monter sur ces véhicules. Ça interpelle à plus d'un titre, mais ça interpelle surtout nos autorités en charge de la question du transport. Et à Niamey, aujourd'hui la capitale, au XXIe siècle, ce moyen de transport qu'utilisent en tout cas les Niameyens encore pour relier certains quartiers de la capitale. Ça interpelle, je le dis, à plus d'un titre et une solution en tout cas doit être trouvée pour cette ligne Kwaratagi. Voilà donc pour ce qui est de cette question du transport périurbain Kwaratagi Nord-Fesso. Cela dit, clôture cet après-midi de la conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique CIRCAF dans la salle Margou de l'hôtel Gawey de Niamey. Clôture autour de laquelle les présidents ont unanimement adopté un certain nombre de recommandations. Le compte-rendu est signé Aïssa Mamoudou et Boubacar Imran Mega. Ouverte le 10 décembre 2013, la 7e conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique CIRCAF a regroupé 93 participants venus de 18 instances africaines de régulation de la communication, de plusieurs organisations internationales, sous-régionales ainsi que des opérateurs de la télévision numérique. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées. Les différentes interventions à ce sujet recommandent l'encouragement des pays les moins avancés dans le processus à tout mettre en œuvre pour être au rendez-vous de 2015, le financement du passage au tout numérique, la réglementation et le choix technique à opérer, l'actualisation des connaissances des régulateurs, la mise en place de cadres de co-régulation entre le régulateur des médias et le régulateur des télécommunications, une coopération plus étroite entre les régulateurs, une démarche participative dans le processus de la mise en œuvre des politiques de migration vers le numérique, la préservation des intérêts des opérateurs nationaux et leur implication dans le processus, l'octroi des moyens conséquents aux régulateurs en vue de veiller au respect de l'éthique et de la déontologie. Le président du Conseil supérieur de la communication du Niger et désormais président en exercice du RIARC, M. Abdourahmane Ousmane, a invité les membres du réseau à s'engager résolument avec confiance et détermination vers l'avenir pour continuer à faire du RIARC un espace d'échange d'expériences d'enrichissement réciproque pour une régulation africaine des médias de qualité. À partir de ce jour 12 décembre 2013, le Niger va assurer la présence en exercice du RIARC pour 2 ans. Je voudrais vous remercier pour cette marque de confiance et vous assurer en même temps de mon engagement personnel, de celui du Conseil supérieur de la communication et du Niger pour être à la hauteur de vos attentes et de vos espérances. La conférence des présidents qui vient de se terminer a adopté le projet de plan d'action 2014-2015 élaboré par le Conseil supérieur de la communication du Niger. Dès lors que nous l'avons adopté, il devient la feuille de route commune du RIAC pour le prochain biennum. Et cette feuille de route est axée autour de 5 axes thématiques. 1. La transition vers le numérique. 2. Le cadre juridique et institutionnel de la régulation. 3. La régulation des médias en période électorale. 4. L'égalité hommes-femmes dans les médias. 5. Le partenariat et le réseautage. Ce qui témoigne de l'intérêt sans cesse croissant que les membres du RIAC ont pour la redynamisation de notre réseau. La présidente par intérim du Tanzania Communication Regulatory Authority, Mme Margaret Munyaji, a remercié la vice-présidence du Niger et le secrétariat exécutif du RIARC pour leur soutien constant au cours du mandat tanzanien. Le rendez-vous est pris dans 2 ans au Ghana. Voilà, et puis vous l'avez sans doute notifié, il s'agit plutôt donc de la clôture de la conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique, RIAC et non CIRCAF, comme je l'ai annoncé tantôt. Cela dit, le comité de pilotage ECAP Sahel Niger a tenu cet après-midi à la primature sa 2e réunion avec les autorités nigériennes. Objectif présenter au Premier ministre son plan d'action en matière de sécurité.
C'est le ministre de la Défense assurant l'intérim du chef du gouvernement, Brigitte Raffini, qui a présidé les travaux. Le compte-rendu de Murtala Zoubairou, Suleiman Mahamadou. Contribuer à mettre en place une approche intégrée, cohérente et durable en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée au Niger. Cette deuxième réunion du comité de pilotage de la mission civile ECAP Sahel, présidée par le ministre de la Défense, assurant l'intérim du Premier ministre, chef du gouvernement, Brigitte Raffini, en présence du chef de la délégation de l'Union européenne et du chef de mission d'ECAP Sahel, consiste à présenter au Premier ministre le plan d'action des Cap Sahel qui a été finalisé en concertation avec les autorités nigériennes. Cette mission, fruit de la volonté de l'Union européenne à travers sa politique de sécurité et de défense commune, et surtout de renforcement de la mise en œuvre de la dimension sécurité de la stratégie de développement et de sécurité, cette mission donc a enregistré des résultats positifs, à mon sens. C'est donc le lieu de remercier toute la Commission de l'Union européenne en général et les acteurs de la mise en œuvre de la mission ECAP Sahel en particulier. Aider le Niger à améliorer ses capacités de lutte contre le terrorisme et le crime organisé, renforcer l'état de droit à travers le développement des capacités d'investigation criminelle et le respect de la chaîne pénale qu'on appelle communément judiciarisation sont en substance les objectifs de cette opération européenne. Au chef de file de la délégation de l'Union européenne de saluer cette initiative prise par les autorités nigériennes avant de se dire réjoui de ce partenariat entre ECAP Sahel et le Niger. Permettez-moi tout d'abord de remercier son Excellence le Premier ministre d'avoir pris l'initiative d'organiser ce deuxième comité de pilotage qui est en fait un comité de pilotage extraordinaire en vue de répondre aux attentes exprimées lors du premier comité de pilotage le 11 septembre 2013, à savoir l'élaboration et la validation d'un plan d'action des activités à venir du UCAP. Je me réjouis du partenariat établi entre UCAP et les directions techniques des forces de défense et de sécurité en vue de rédiger ce plan d'action validé par chacun des partenaires du comité technique qui procède le comité de pilotage de ce jour. J'invite les partenaires nigériens et la mission UCAP à s'assurer de la coordination et de la complémentarité du plan d'action avec les autres partenaires actifs du secteur. Cette rencontre permettra aux autorités nigériennes de mettre en œuvre le volet sécurité de leur stratégie pour la sécurisation, le développement et l'amélioration de la coordination régionale pour relever les défis en matière de sécurité collective. L'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC a reçu ce matin la visite du directeur général de ITT Informatique. Objectif, signer une convention de partenariat entre ITT Informatique et l'IFTIC. Le compte-rendu de Alassane Ibrahim et Goumour Mohamed. Après une rentrée scolaire 2013-2014 démarrée sous un chapeau de roue, l'Institut de formation technique de l'information et de la communication IFTIC renoue avec le flot de visiteurs. Tous conquis par la démarche partenariale de l'Institut et tous convaincus par les avantages mutuels qu'elle génère. Ce matin, c'est le directeur général de l'ITT Informatique, Technologie et Télécommunications qui rend visite. Et sur place, il fit le tour complet de l'Institut, eut droit à toutes les explications et bénéficia de toutes les attentions. Et au bout de quelques heures, voilà les deux parties qui parlent d'une convergence de points de vue et d'un partenariat à sceller dans le plus bref délai. À l'évidence, le marketing IFTIC vient à nouveau de faire ses preuves. Nous avons arrêté
de nous rencontrer pour signer une convention de partenariat. À travers cette convention de partenariat, la Direction générale de l'ITT s'engage à appuyer l'IFTIC dans le domaine des matériels informatiques. L'utilité de ces partenariats pour les étudiants, c'est que c'est en train de permettre à l'IFTIC de mobiliser les moyens techniques devant permettre à la formation de ces étudiants-là. Et quand vint le moment de partir, le visiteur dit emporter avec lui de surprenants et précieux souvenirs. J'avoue que je ne m'attendais pas à retrouver ce que j'ai retrouvé. Et en gros, vraiment, je suis entièrement satisfait. On s'est entendu sur le partenariat ITT informatique IFTIC. Cette visite, comme celles qui l'ont précédée, aura une suite, confie les deux parties. Et l'IFTIC ne relâchera pas l'effort, dit-il, dans sa quête quotidienne de l'excellence. Le syndicat national des personnels de l'information statistique a rendu public ce matin une déclaration. Celle-ci fait suite aux tentatives d'après le dit syndicat du ministère d'État, ministère du Plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, d'arracher l'INS au ministère des Finances au profit de son département ministériel. La teneur de cette déclaration avec Zakou Boubacar, il est secrétaire général du SYNPIS. Le ministre d'État, ministre du Plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, a fait une tentative d'arracher l'INS au ministère des Finances tout en introduisant dans ses attributions la collecte, le traitement et l'exploitation des statistiques de toute nature et en particulier économique et sociale en relation avec les ministères concernés. Cette première tentative de rattachement de l'INS au ministère du Plan a échoué grâce à la vigilance de notre ministère de tutelle, du syndicat et du chef du gouvernement. Ce dossier ayant fait l'objet de protocoles d'accord entre le ministre des Finances et la Fédération intersyndicale des agents du ministère des Finances, FISAMEF, en date du 19 juillet 2012, a été considéré clos. À notre grande surprise, il refait surface. Le ministre d'État, ministre du Plan, encore a récidivé à travers le décret de réorganisation du ministère du Plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, pris en Conseil des ministres en date du mercredi 4 décembre 2013, en intégrant pour une deuxième fois dans les attributions du ministère du Plan, celle de l'INS. Conduisant du coup le ministre des Finances a violé le protocole d'accord avec la FISAMEF sur le point relatif à l'ancrage institutionnel de l'INS au ministère des Finances. En effet, le syndicat national du personnel de l'information statistique fustige le comportement va-t-en-guerre du ministre d'État, ministre du Plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire. Met en garde le ministre d'État, ministre du Plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire contre toute tentative de rattachement de l'INS à son ministère. Le personnel de l'Institut national de la statistique appelle à la vigilance du président de la République, garant de la stabilité des institutions, à ne pas se laisser divertir. Le Ben Sampis appelle les militantes et les militants à rester vigilants afin de répondre à tout mot d'ordre en vue de faire échec à toute tentative de récupération de l'INS de son ancrage institutionnel actuel. L'auditorium Mahaman Sani Bako du ministère des Affaires étrangères a servi de cadre hier à une conférence débat axée sur le thème Femmes et lutte contre la corruption. Une conférence débat organisée par la ALCIA, qui est la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, et qui vise à outiller les femmes de moyens leur permettant de lutter efficacement contre ce fléau. Femmes et lutte contre la corruption, c'est le thème de cette conférence débat initiée par la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées
Halcia, une conférence débat qui entre dans le cadre de la manifestation de la Journée internationale de lutte contre la corruption célébrée tous les 9 décembre de chaque année. Vectrice de changement dans une société et gardienne des valeurs morales, la femme a un rôle majeur à jouer dans cette lutte contre la corruption. Après l'introduction de Mme Banya et Satafal, tour à tour, les deux conférenciers, Mme Maïda Zainabou et le professeur Tijane Alou, ont pris la parole pour édifier les 150 femmes présentes à cette conférence. Et je dirais que le présupposé de ces recherches, les idées qui les sous-tendent, c'est qu'on ne peut pas lutter contre un phénomène qu'on ne connaît pas. Vous voyez bien que le plus souvent, les discours qui sont développés sur nos connaissances en matière de corruption relèvent de la rumeur, parfois même de la médisance, en tout cas sur des faits qui adviennent, que la presse rapporte, mais sur lesquels on ne peut pas dire qu'ils soient le fruit d'une connaissance systématique. Et pour cause, c'est difficile. Et c'est vrai que dans les pays africains, jusqu'à présent, c'est plus un sujet qui permet de faire des dénonciations politiques. Et il génère peu de recherches. Et pourtant, elle existe. La corruption n'a pas été étudiée dans toutes ces disciplines. Tout dépend des approches que vous utilisez pour l'aborder. L'approche la plus classique qui nous vient à l'esprit, c'est l'approche juridique. Elle invoque d'autres types de phénomènes. Dès lors que vous parlez de droit, vous parlez de normes. Et l'acte, le fait corruptif est jugé par rapport à une norme qui existe. Le seul problème, c'est que parfois, la norme ne prend pas en charge tous les phénomènes de la corruption qu'on peut rencontrer. Là, c'est les pouvoirs publics qui sont directement interpellés par cela. Est-ce que le code pénal, de façon générale, contient toutes les infractions qui sont en lien avec la corruption? Vous allez voir que le plus souvent, le code pénal est dépassé par les faits, par les phénomènes. Les juges ont beaucoup de mal à trouver les moyens de qualifier les faits qu'on leur apporte. Et ça implique donc une réflexion à part entière sur les normes qu'il faut produire dans le droit pour lutter efficacement contre la corruption. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Encore faut-il qu'on connaisse. Représentant 50,6% de la population nigérienne, la femme est la cible la mieux indiquée pour combattre ce fléau. Au vu du nombre, donc du pourcentage de femmes qu'il y a au Niger, 50,6% de la population totale, nous estimons que c'est la meilleure cible qu'il faut pour développer, inséminer, insuffler un changement de comportement. Nous ne pouvons le faire qu'avec les femmes. La Halcia a une mission préventive, elle a une mission de prévention. Et nous pensons que c'est en passant par les femmes que nous pouvons les sensibiliser pour qu'elles se ressaisissent par rapport à leurs valeurs. La femme est gardienne de valeurs morales. La femme est mère, la femme est éducatrice, la femme participe à la bonne gouvernance. Et nous pensons que c'est tous ces objectifs que nous avons poursuivis et qui, nous pensons aussi aujourd'hui, les 150 femmes qui ont participé à cette conférence ont accepté, se sont engagées pour le zéro corruption, 100% développement. Le Niger aura amorcé un combat pour la lutte contre la corruption. Tout au long de cette conférence, l'assistance a été édifiée sur les types de corruption, les causes, mais aussi les conséquences. Il appartient désormais à ces femmes de s'approprier cette lutte contre la corruption et à s'engager à dire non à toute forme de corruption pour que les attentes de la Halcia soient effectives et que vive le message phare de cette année, 0% de corruption, 100% de développement d'ici à 2015. Direction Maradi pour parler de culture où le Centre culturel américain en collaboration avec un groupe musical américain et l'orchestre Carnaval a organisé mardi dernier un concert à la Maison de la Culture Bawa Danwardaga de Maradi. Le concert vise à rapprocher les deux peuples américains et nigériens. Aussi Abdraman et Kader Eliassi étaient à ce concert.
Œuvrer pour le rapprochement des peuples à travers la culture, c'est le but visé à travers ce concert du groupe américain Hen House Prowlers, organisé par le Centre culturel américain à la Maison des Jeunes de la Culture Bawa-Wardanga de Maradi. La région de Maradi est la dernière étape de la tournée que le groupe Hen House Prowlers a entamée au Niger, dont Niamey était la première étape, puis Zender. Le directeur de la bibliothèque Rosa Parks du Centre culturel américain de Niamey salue cette initiative qui contribue au brassage des cultures entre les peuples américains et nigériens. C'est ça l'idée, le partage de la musique, ou j'allais dire de la culture entre les peuples pour les rapprocher davantage. C'est ça le message. Et nous sommes très contents vraiment de l'accueil que nous avons, qui nous a été réservé à Maradi. En fait, à Zender, partout où ils sont passés, ils ont été ovationnés. Ils sont très contents de leur séjour au Niger et nous en sommes très fiers. Le président du conseil de ville de Maradi a souligné la place qu'occupe la jeunesse dans le rapprochement des peuples américains et nigériens. Vous avez vu, le public est dominé à plus de 98% de jeunes, donc ils sont très heureux. Et c'est ce que nous cherchons, et ce que nous cherchons en tant que dirigeants, ce sourire, et aussi c'est de réussir à véhiculer, sinon à inoculer vraiment des messages d'espoir, de paix et de solidarité entre tous les peuples. Ce concert démontre l'attachement du peuple américain à consolider ses relations d'amitié avec le peuple nigérien. La coopération entre les deux peuples intervient déjà dans divers domaines de développement. Et puis une partie magazine pour boucler ce journal, elle est consacrée au tourisme au Niger, un secteur qui regorge d'énormes potentialités en faune et en biodiversité. Découvrons ces potentialités touristiques du Niger à travers ce magazine. Très bonne réception, au revoir. Pour les touristes grands connaisseurs de l'Afrique profonde, ils savent que le Niger regorge d'énormes potentialités touristiques, principalement à cause de l'abondante richesse de sa faune, concentrée dans le parc du W à la Tapowa et dans la zone girafe de Kouré. Deux zones qui constituent des points cardinaux et incontournables du tourisme au Niger.
Situé à la jonction du Bénin, du Burkina Faso et du Niger, le parc régional du W constitue la partie la plus septentrionale des vastes savanes soudaniennes qui couvrent la totalité d'un espace climatique intercalé entre les savanes humides annonçant la forêt dense au sud et le Sahel clairsemé et aride au nord. Cette position charnière et une occupation humaine faible avaient incité les administrateurs coloniaux à qualifier cette zone de vaste espace inhabité avant qu'ils ne décident à lui attribuer le statut de parc de refuge en 1927 à cause de sa richesse faunique. Les potentialités fauniques dont regorge ce complexe du W lui ont valu d'être classé en réserve totale de faune en 1937, puis en parc de W en 1954. D'une superficie de 18 116 240 hectares, les aires protégées sont au nombre de 7 et représentent 14,29% du territoire national. Ce taux a valu au Niger son éligibilité au MCC en 2012. Parmi ces 7 aires protégées, 2 sont inscrites au patrimoine mondial, à la réserve de biosphère et réserve de biosphère transfrontalière. Pour le moment, une seule fait la particularité de nos aires protégées. Du fait de ses spécificités écologiques, biologiques, culturelles ou historiques, et dont l'un des objectifs principaux est la conservation. Tous ces aspects font de cette aire protégée, j'ai nommé le parc W, un site exceptionnel et très riche en biodiversité. Il tire sa dénomination des méandres en forme de W décrits par le fleuve Niger, qui est sa limite nord. Ce parc constitue le dernier sanctuaire de l'Afrique de l'Ouest, où survit une biodiversité riche et exceptionnelle. Ce parc fait la fierté des Nigériens. Il est en même temps site Ramsar, et site de patrimoine mondial, réserve de biosphère et réserve de biosphère transfrontalière en 2002. Couvrant une superficie de 10 300 km², sa gestion est assurée par des législations nationales aussitôt après les indépendances des 3 pays. De 1984 à 2000, plusieurs rencontres et initiatives des 3 pays ont abouti à la déclaration de la TAPOA, où la gestion du parc a été confiée à une entité régionale. Le parc du W est un refuge de la biodiversité soudano-sahélienne. On y rencontre plus de 70 espèces de mammifères comme l'éléphant, l'hippopotame, l'hippotrague, les coqs d'Efassa et de bouffons, le lion, le guépard, une diversité de singes, etc. Certaines espèces, dont le guépard, le lamantin, le lycaon et l'éléphant, sont classées sur la liste des espèces en voie de disparition. On y dénombre 450 espèces d'oiseaux d'origine africaine ou paléo-arctique, 150 espèces de reptiles et amphibiens tels le crocodile, le python de Séba, la vipère hurlante, la tortue de rocher, la tortue aquatique, le varan du Nil, plus de 100 espèces de poissons et un nombre indéterminé d'invertébrés, d'insectes et d'arachnides. C'est le seul parc du Niger qui renferme à lui seul 80% de la biodiversité du pays. Ce parc, il présente des atouts. Il renferme beaucoup d'espèces fauniques, et beaucoup d'espèces d'oiseaux et également des espèces d'eau douce. Ce qu'il faut noter comme particularité au niveau du parc régional, il est situé plus près du parc de la Pendjari. Ce parc qui a la chance d'avoir des visiteurs européens, le W du Niger, c'est l'un des parcs qui est situé le plus proche des capitales. Il est à moins de 2 heures de route de la capitale Niamey. Il est en train d'être goudronné et en plus, il est à 5 heures de vol de l'Europe. Nous souhaitons que la plupart des Nigériens fassent des visites à l'intérieur afin de découvrir leurs merveilles, parce que c'est vraiment une merveille du pays. Ce parc a la chance d'avoir beaucoup de visiteurs, notamment les Européens,
les Africains et surtout les nationaux. Il y a beaucoup de visites de scolaires qui sont plus ou moins intéressés par la biodiversité. Nous encourageons les uns et les autres également à y visiter ce parc qui constitue une fierté nationale pour nous. Contrairement à une idée répandue par les colons, le parc du W abrite bien de sites archéologiques témoins d'une occupation humaine très ancienne. En effet, en sillonnant le parc, on constate ça et là de nombreux vestiges témoins du passage des communautés anciennes, démontrant que le parc fut un carrefour de civilisation aujourd'hui encore perceptible. Les nombreuses traces de sites métallurgiques, les bris de poteries anciennes, les peuplements purs de baobab sont autant de sites à intérêt touristique certain. Le parc régional du W dispose d'infrastructures d'accueil modernes appropriées. Ce sont l'hôtel de la Tapoa, des écolodes, un campement touristique Niger-Car, 2 campements touristiques villageois. L'hôtel de la Tapoa, situé à 150 km de Niamey, à l'entrée même du parc, est une structure entièrement rénovée par l'agence touristique Point Afrique Voyage. C'est un hôtel qui a 35 chambres au total, dont 25 chambres climatisées, une suite double bungalow climatisée aussi, 8 bungalows ventilés qui ont été aussi climatisés pour une différence de prix. Nous avons une piscine, nous avons un bar, un restaurant, nous avons une salle de réunion d'une capacité totale de 80 places assises. Nous avons une terrasse ombragée qui donne sur le parc du W. En fait, le matin au petit déjeuner, vous pouvez apercevoir la faune en face de vous, en fait. C'est un hôtel magnifique. Visiter le parc régional du W apparaît comme une tentative symbolique de retour vers une nature sinon originelle, en tout cas peu manipulée par l'homme. Le patrimoine permet aux touristes de sortir du présent pour visiter un temps passé et lointain. Par le simple fait de voyager et de se trouver dans un environnement outre que les leurs, les touristes trouvent dans ce nouveau monde les moyens de satisfaire leurs envies culturelles et ressortir du contexte de leur vie habituelle. C'est pourquoi, au parc du W, les gestionnaires organisent un tourisme de qualité en encourageant les visiteurs à découvrir la faune avec un autre regard. Chaque jour, à travers les randonnées pédestres le long des gorges et du fleuve, le safari sur le fleuve Niger, la pêche sportive sur la rivière Mékrou et le fleuve, le safari nocturne, la visite de l'écomusée, traverser le parc et découvrir ses richesses spécifiques. Découvrez la savane africaine le long des sentiers sauvages avec votre guide qualifié. Les touristes pourront admirer les berges peuplées de certaines espèces d'oiseaux et d'animaux qui viennent s'y abreuver. À seulement une soixantaine de kilomètres de Niamey, la zone de Kouré abrite les dernières girafes d'Afrique de l'Ouest. Elles vivent paisiblement en parfaite symbiose avec la civilisation humaine, de telle sorte que des fois, leur présence se confond au décor local. Ces girafes, dont le nombre ne cesse d'augmenter, font aujourd'hui l'objet d'une attention particulière de la part des autorités nigériennes. Il faut dire qu'avant, dans les années 50-70, les girafes existaient dans pratiquement une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, notamment depuis le Sénégal jusqu'au Soudan. Mais compte tenu d'un certain nombre de pressions entreprises, notamment le braconnage, l'avancée du fonds agricole, mais également la désertification, la population s'est quand même diminué considérablement pour se retrouver donc, dans la zone de Kouré, où actuellement donc, nous avons, d'après le dénombrement qu'on a eu à faire en 2012, nous avons inventorié à peu près 366 individus. Il faut dire qu'auparavant, la population qui s'est confinée à Kouré dans les années 96 était réduite à 50 individus. Donc en 1996, il y a 50 individus. Donc en 2012, il y a 366 individus. Donc ça veut dire que c'est quand même visible que la population a considérablement augmenté.
Et cela est dû en partie donc, à l'appui de l'État, mais également de nos partenaires, notamment l'Union européenne. Par rapport à l'aire de répartition de ces girafes, il faut dire que l'aire centrale, c'est quand même la zone de Kouré où les 2 tiers de la population s'y trouvent. Kouré et puis le Dalal Bosso. Et une autre aire, quand même, c'est la zone de Fandou et de Dingazi où quand même ces individus-là se retrouvent, où à peu près 1 tiers de la population se trouve. Et il y a une zone de transition donc, entre le Dalol et les plateaux, parce que bon, les girafes ont quand même 2 habitats essentiels. D'abord, les plateaux pendant la saison de pluie où elles séjournent, donc de juin jusqu'à octobre. Donc après, elles abandonnent ces plateaux pour aller dans les vallées, notamment au niveau de Dalol Bosso et de certaines vallées vers Fandou et Dingazi. Mais compte tenu aussi d'un certain nombre de facteurs, notamment liés aux pressions démographiques, aux pressions sur les ressources également, elle a la tendance quand même à migrer vers d'autres zones où les gens n'ont pas l'habitude de les voir. Donc c'est notamment les zones de Tawa vers Bagawa, mais également de la zone de Douchi vers Doumega et autres zones considérées. Aussi vers Nord Labéry. C'est vraiment un attrait aussi très très important et qui draine beaucoup de visiteurs, notamment les Occidentaux, mais également les Nigériens, surtout les écoliers qui viennent voir ces girafes. Parce que pour certains, c'est la première fois qu'ils viennent voir une girafe, pas à la télé, mais quand même sur pied. Nous disposons d'à peu près 17 guides touristiques. Parmi ces 17 guides, donc, il y a 16 guides professionnels et puis un calligraphe. Nos recettes quand même varient de 5 à 10 millions par an. Et ce qui profite vraiment énormément à la population parce que dans la clé de répartition, l'État a 20%, l'aménagement de la faune 30% et les populations, notamment les communes, bénéficient d'à peu près 50% des réussites issues de ce tourisme. Visiter le parc régional du W, effectuer le déplacement de Kouré afin d'observer les dernières girafes d'Afrique de l'Ouest, c'est aller en contact avec la nature, entrer en communion avec celle-ci et savourer ses merveilles. Faites cela et à la fin vous vous rendrez compte que le tourisme n'a jamais été aussi plaisant.